Ok, c'est parti, ça enregistre. Hello Katia, comment ça va? Salut Roxane, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour information, Katia et moi, on se connaît parce qu'on est coach toutes les deux et on participe ensemble à un mastermind avec une autre coach. Donc, du coup, on se connaît pas mal. Et après avoir passé des mois aux côtés de Katia chaque semaine, j'ai vraiment observé voilà, sa capacité à communiquer, etc. Et je me suis dit que c'était vraiment la personne idéale pour aborder la thématique de la communication bienveillante au sein du couple. Alors, Katia, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, dire voilà, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta Mmh. spécialité, comment t'en es venue là, etc. Alors, moi, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide les personnes à se créer vraiment une vie, où elles peuvent s'épanouir. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines, de la vie parce que pour moi, j'ai vraiment cette croyance qu'on peut s'épanouir, dans tous les domaines. Il n'y a pas juste, voilà, on se contente de 2-3 domaines et puis le reste, bon, bah, c'est pas très grave, au moins on a les 2 premiers domaines. Non, moi, j'ai vraiment cette envie que, chaque personne ait envie de s'épanouir dans tous les domaines et vraiment de mériter ce bonheur-là dans chaque domaine de sa vie. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Mais ça demande de se remettre en question, de travailler sur soi et de vraiment faire ce travail pour atteindre tout cet épanouissement dans chaque domaine. Yes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie comme ça de travailler un petit peu en lien avec la communication? Parce que là, on parle de communication aujourd'hui. Quel est, toi, ton lien à la communication et comment tu l'appliques dans ta profession? Tu fais des ateliers, si je me souviens bien, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu veux bien Euh, parler de ça? Ouais, la communication, ça fait un petit moment que je suis intéressée par ça. Alors, je fais aussi justement la reconversion, donc trouver sa voie. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où j'étais attirée par ça, mais je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était en fait comme type de communication. Puis petit à petit, en fait, ça a commencé à se spécifier en fait. Et du coup, j'ai ramené là, un peu la Bible. C'est vraiment le Mmh. départ. Je ne sais pas trop si on voit, mais Ouais. si, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg, c'est un peu à l'envers. Mais ça a été vraiment le déclencheur, en fait. Quand j'ai vu les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs, je me suis dit, ah, il y a un truc là. Et ça m'a vraiment parlé. Et en fait, c'est la communication bienveillante. Et là, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, OK, là, on a vraiment un gros souci dans notre éducation au niveau de notre langage. On ne sait pas parler correctement. Et ce qui est marrant, c'est que Marshall Rosenberg, en fait, il avait travaillé avec, je crois que c'est des anthropologues, je ne suis pas trop sûre, et ils avaient remarqué qu'en fait, notre création de notre langage, elle a été formée, en fait, créée par rapport à cette domination de supérieur Mmh. et le dominer. C'est-à-dire, voilà, vous avez intérêt à faire ça, j'exige de vous ça, etc. Et on a encore, aujourd'hui, dans notre société, cette hiérarchie de je suis supérieur, toi, tu es plus petit que moi, donc tu as intérêt à m'écouter. Et c'est ce qui se passe avec l'adulte, l'enfant, et dans le couple souvent. Et donc, du coup, moi, ça m'a vraiment intéressée et j'ai commencé en fait à m'intéresser à tout ce. En fait, il y a énormément de choses à dire. C'est très, très, très vaste. Je trouve ça génial. Déjà, j'aime beaucoup ce que tu dis en introduction, que, en fait, que toi, tu choisis de croire qu'on peut être épanoui dans tous les domaines de sa vie. Donc ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose que je soutiens à 1000%. Donc j'adore beaucoup ce message. Et là, tu vois, quand tu parles de communication, ça me parle beaucoup parce que ben, moi, personnellement, j'ai étudié la communication donc à l'école, donc en fait, dans un domaine professionnel et aussi Ouais, dans un domaine lié à la vente. Donc ouais, cette notion de convaincre, de séduire, etc. Donc c'est une façon, ouais, on va dire c'est une bulle de la communication, mais la communication, j'ai toujours adoré ça. Et lorsque j'étais en couple, je me suis, voilà, enfin, ce que tu dis, on ne sait pas parler, il y a cette notion de hiérarchie, je l'ai subi en fait, mm, parce que ça crée beaucoup de conflits et j'ai réalisé que en fait, c'était soit je me mettais dans un état d'esprit communication business et mm, du coup, j'avais l'impression de manipuler la personne mm, et j'étais pas en accord, mm, ou alors c'était moi qui me laissais complètement déborder par mes émotions et bah, en fait, ça donnait beaucoup de disputes, des reproches, des accusations ou alors au contraire le silence complet. mm. Voilà, enfin ça créait beaucoup de conflits et je crois que c'est en 2018, j'ai commencé à m'interroger et à me dire: «OK, quelle est ma part de responsabilité dans ces conflits, en fait?» Et Mm. du coup, j'ai commencé à apprendre, à lire des choses et cetera. Je connaissais pas ce livre, donc merci pour la référence et Ouais. et voilà, j'ai vu l'évolution en fait. J'ai vu un avant et un après dans ma relation.
Après, ce qui s'est passé aussi, tu nous donneras ton avis, c'est que moi aussi, j'ai cheminé. Tu disais, il faut travailler sur soi, se remettre en question, etc. Donc, en parallèle, j'ai appris sur la communication et en parallèle, j'ai développé plus de confiance en moi, plus d'amour de moi. Donc, forcément, j'étais moins émotionnellement réactive. Et lorsque j'étais quand même réactive, le message passait un petit peu mieux. Mais voilà, du coup, je me suis beaucoup intéressée là-dessus et là, ce mois-ci, avec les clientes du Badass Women Club, on parle de ça et je vois qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est problématique en fait au sein du couple. Donc, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, toi, tes ressentis par rapport à ça dans ta clientèle? Est-ce que tu observes que c'est quelque chose de courant aussi? Il y a énormément de choses à dire, donc je ne sais même pas par quoi commencer. C'est vrai que déjà, il y a ce système donc, que je parlais de dominant-dominé. Et moi, je pars vraiment du principe qu'on peut vraiment avoir une relation gagnant-gagnant, vraiment gagnant-gagnant, dans l'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui sera dominé ou quoi que ce soit, parce qu'il y a cet apprentissage du langage. Il y a aussi le fait que même si on a confiance en soi, ça ne suffit pas à savoir communiquer. Il y a quand même une manière d'aborder comment on se sent et aussi de recevoir comment la personne se sent. Parce qu'on a tendance à savoir peut-être exprimer comment on se sent, mais souvent on oublie que la personne elle a besoin d'empathie aussi et qu'elle a besoin d'être comprise. Et dans ce type de cas, on a tendance à ne pas savoir comment donner de l'empathie parce qu'on conseille, parce qu'on questionne, parce qu'on donne notre avis, parce que, en fait, ça s'appelle des obstacles à la communication. Et quand ça va, il n'y a aucun souci de donner des conseils. Mais quand il y a quelqu'un qui est dans la colère ou de la frustration, de la tristesse, ces obstacles à la communication, on les voit parce que la personne, en fait, elle va même plus vouloir communiquer et continuer à parler et elle va se mettre un peu dans sa grotte. Et je vois souvent des femmes qui disent « Oh, mon conjoint… il n'aime pas parler, il n'aime pas communiquer. » Bah, pourtant, si on peut amener son conjoint ou sa conjointe à communiquer, en fait, vraiment. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, j'imagine, par des façons, des mots, Oui. des techniques. Est-ce que aussi, selon toi, c'est une question de timing? Est-ce que, par exemple, dans le cas d'une dispute, est-ce que c'est mieux d'attendre, en fait, de juste laisser passer la tempête et de communiquer derrière, ou même pendant le feu de l'action, déjà communiquer? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? C'est ce que j'explique dans mes ateliers. En fait, le cerveau, il est fabriqué d'une certaine façon où on ne peut pas communiquer tout de suite, en fait. C'est-à-dire que, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a 3 niveaux dans le cerveau et l'information va passer par ces 3 niveaux-là. Donc, c'est-à-dire que la première information, quand il y a la colère qui monte, on est incapable de connecter avec la réflexion. Donc, c'est-à-dire que si on est incapable de connecter à la réflexion, on va dire n'importe quoi et on va le regretter. Donc, en fait, moi, j'appelle ça être dans le rouge quand il y a des émotions bien intenses ou trop fortes, d'aller se calmer, en fait. Donc, ça dépend des personnes, mais plus on le fait, moins ce temps, il est long. Donc, au début, peut-être, ça va être une demi-heure. Et puis, petit à petit, ça va être 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, même peut-être 2 minutes. On a juste besoin de souffler et après, on peut revenir pour communiquer. Mais il y a vraiment, quand on est dans le rouge, on a besoin de ce temps d'aller s'aérer dehors, d'aller peut-être parler à une amie, un ami, boire un verre, enfin vraiment de lâcher le truc pour pouvoir revenir. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à lâcher la conversation, le conflit. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend parce qu'on sait que quand on revient plus apaisé, on a une meilleure communication et on peut régler plus facilement les désaccords et les tensions en fait. Et c'est vraiment par rapport au cerveau. On peut pas changer ça. Donc même moi qui ai de l'expérience au niveau de la communication bienveillante, avec mon conjoint, c'est pareil, on prend ce temps. On se regarde, on se dit ok, on est dans le rouge, on prend 5 minutes, ok, et on revient et on parle et c'est bouclé en 20 minutes en fait. Alors qu'avant, c'était peut-être pendant 3-4 heures, 5 heures, on était là en train de régler le conflit. Maintenant, ça, c'est rien du tout, c'est en un clin d'œil. Ok, super. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a pas mal de mes clientes, en fait, qui expriment la notion d'avoir peur de communiquer, en fait. Et je me dis, parce qu'elles ont peur du conflit, elles ont peur de la dispute, elles ont peur d'être rejetées, ou elles ont peur de blesser. Du coup, elles vont pas forcément exprimer leur désaccord, leur colère. Elles vont peut-être tout garder au fond d'elles. Et il y a l'effet cocotte, enfin, tu vois, où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et un jour, ça craque. Je me dis, si tu es équipé, si tu as des outils de communication, est-ce que tu penses que ça peut t'aider finalement à ne pas avoir peur d'exprimer ton désaccord justement parce que finalement tu vas tellement bien l'exprimer que la personne ne va ni être blessée ni te rejeter?
Mm. Oui, complètement, parce qu'en fait, la communication bienveillante, il y a des étapes, il y en a 4. Donc, on appelle vraiment ça le processus. Et quand on suit ce processus-là, c'est impossible en fait de blesser la personne. Si elle est blessée, Ok. c'est que soit elle l'a un peu interprété et qu'elle a besoin d'empathie en fait. Et quand on sait que quand on exprime ce qu'on ressent, la personne, imaginons, elle est blessée, bah derrière, on a un deuxième outil qui s'appelle l'empathie. Et donc, on sait tout de suite que si on a l'empathie, on va pouvoir l'écouter dans ses sentiments et ses besoins, et elle va s'apaiser au bout de quelques minutes, en fait. Donc, c'est impossible, en fait, de blesser sur le long terme quelqu'un parce qu'on a ces deux outils-là. Et le processus, la première chose, c'est l'observation. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail les sentiments, les besoins et la demande. Et souvent, ce qui blesse les gens, c'est la première étape, c'est l'observation. Parce qu'au lieu d'observer, en fait, on juge. Et le jugement, mais je l'entends au quotidien. C'est par exemple, j'en ai marre de ton comportement, tu es toujours en retard, de toute façon, tu ne m'aides pas à la maison. Quand tu rentres à la maison, tu vas directement aux jeux vidéo, c'est insupportable, tu ne penses jamais à moi. Alors ça, c'est que des jugements et on est parti pour un conflit. Donc l'idée, c'est de transformer ça en observation. Et l'observation, c'est quelque chose où on ne peut pas débattre, en fait. C'est impossible de débattre là-dessus. C'est quelque chose de scientifique. On peut l'amener devant un tribunal. On ne peut pas débattre. J'aime bien donner l'exemple du t-shirt. Et si je dis, mon t-shirt, il est beau. Ben, on peut débattre pendant des heures en disant, oui, il ne va pas avec mon teint, avec mes cheveux, etc., les couleurs, nanana. Alors que si je dis, mon t-shirt, il a des fleurs, ben, on ne peut pas débattre. Vraiment une observation. Et c'est là où c'est quelque chose que je retrouve dans mes ateliers. C'est pas facile en fait de faire la transition entre le jugement et l'observation. Et c'est quelque chose, moi, voilà, je prends un atelier entier pour faire ça, pour s'exercer. Parce qu'on a tendance un peu à, par exemple, tu es en retard. On a l'impression que c'est une observation. Non, par contre, c'est plutôt, on s'était dit un rendez-vous à 10h, tu es arrivé à 10h30. Là, c'est une observation. Et ça, c'est tout un entraînement en fait. J'aime beaucoup parce que ça rejoint, l'air de rien, ça rejoint beaucoup, ne serait-ce que les prémices du travail de mindset, en fait, parce que tout commence par gagner en objectivité, en observation, et juste, voilà, ne pas interpréter les faits, mais les relater tels qu'ils sont. Et du coup, il faut être capable, en fait, de faire preuve de neutralité émotionnelle et de se reculer un petit peu et d'observer les choses telles qu'elles sont. Donc, super. Tu parles beaucoup d'empathie, je trouve ça génial. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes qui sont coachs ou qui sont à deux doigts de se lancer dans le coaching. Ouais. Et beaucoup d'entre elles me disent oui, mais comment du coup on fait quand on est empathique? Parce que du coup, on absorbe complètement les émotions de l'autre. Et je trouve ça très intéressant parce que pour moi, l'empathie, c'est un magnifique cadeau, mais qui peut aussi se retourner contre nous si on ne sait pas la gérer. Est-ce que toi, là, tu as des observations à partager? Alors, on fait un peu l'amalgame entre empathie et sympathie. C'est-à-dire que l'empathie, on ne souffre pas avec la personne. On a vraiment cette espèce de bulle autour de nous. On comprend ce que la personne vit, mais il n'y a aucune émotion vis-à-vis de nous. La sympathie, ça va être souffrir avec l'autre. On peut voir l'étymologie. C'est vraiment d'aller même pleurer avec la personne dans sa problématique, en fait. Et l'empathie, non, on ne pleure pas avec la personne, on la comprend. Donc, il y a vraiment cette bulle vraiment de protection, en fait, où on ne joue pas avec les émotions de l'autre. Donc, c'est vraiment, il faut faire attention avec ça. L'empathie, on ne souffre pas avec l'autre, on comprend. Donc, il y a des choses qu'on n'a jamais vécues, que la personne peut vivre. C'est simplement d'aller rejoindre au niveau des sentiments et des besoins. C'est par exemple, oh là là, tu es triste parce que toi, tu as besoin de respect. Et donc là, on rejoint dans l'empathie. Et donc, la personne, elle peut tout d'un coup s'apaiser et on voit tout de suite au niveau corporel, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en colère, on voit les épaules complètement contractées. Et quand on fait de l'empathie, la personne, pouf, elle a les épaules qui se baissent en fait. Alors que quand on ne fait pas d'empathie, la personne reste dans cette contraction en fait. Oui, c'est intéressant. Moi, j'aime bien voir l'empathie comme juste la présence et l'écoute. Et même au niveau énergétique aussi. Tu vois, j'ai cette image tout le temps qui me dit, chacun a sa bulle d'énergie autour de soi. Et quand tu exprimes de l'empathie, quand tu témoignes de l'empathie, en fait, tu es là avec la personne, mais tu respectes l'énergie de la personne, mais c'est son énergie, ce n'est pas la tienne. Donc, à aucun moment, son énergie rentre dans la tienne, en fait. À aucun moment, les énergies se mélangent parce que tu respectes l'énergie de l'autre
tu respectes ton énergie, tu Mhm. es là pour l'autre, mais il n'y a pas de circulation, en fait. Et c'est quelque chose que vraiment un apprentissage parce que je le vois vraiment dans les ateliers, on ne sait pas écouter et on ne sait pas donner de l'empathie. Et on fait vraiment un processus d'apprentissage de l'écoute. Au début, c'est vraiment silencieux et puis petit à petit, on amène l'empathie. Parce que l'empathie, c'est pas simplement écouter et hocher la tête, c'est vraiment d'aller aider la personne à identifier ses sentiments et ses besoins. Parce qu'en fait, juste écouter, il y a des personnes, ça leur convient pas du tout. Elles ont besoin d'un retour. Mais les retours qu'on sait faire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de conseiller. Oh, tu sais, tu pourrais peut-être faire ça. Mmh. Oh, tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça. Et en fait, on part de nos anecdotes, en fait. Et alors qu'en fait, l'empathie, c'est je me focalise uniquement sur les sentiments et les besoins. Et les besoins, il faut les connaître et les sentiments aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose de l'apprentissage, l'apprentissage, Mmh. l'apprentissage. Yes, super. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, bon, globalement, il y a des personnes qui sont plus ouvertes à la communication que d'autres. Donc, je me dis, dans le cadre d'un couple, même si on attend que le conflit soit apaisé et qu'on revient et qu'on essaye de montrer de l'empathie, qu'on essaye de respecter le processus que tu évoques avec les 4 étapes, je me dis, et si, parce que ça peut arriver, il y a vraiment des personnes qui ne sont pas ouvertes à la communication, peut-être parce qu'elles ont peur, peut-être par rapport à leur passé, mais du coup, ne serait-ce qu'exprimer l'empathie et essayer de communiquer pour aider l'autre à se reconnecter à ses propres besoins, si la personne elle est pas ouverte et qu'elle a pas envie de parler, qu'elle préfère se dire: «C'est bon, on s'est fâché, mais on passe à autre chose». Ouais. Est-ce que toi tu as Alors, des conseils pour ça? j'ai pas entendu la fin, tu peux répéter? Que parfois peut-être, la personne elle va préférer dire: «Ben, c'est bon, on s'est disputé, mais c'est pas grave en fait, on passe à autre chose», qu'elle ne veut pas en discuter en fait. Ouais. Alors, c'est vraiment une danse entre j'exprime ce que je ressens et je reçois ce que la personne ressent. Donc, en gros, si par exemple, j'ai une personne en face de moi qui se ferme à la communication, Mmh. déjà dans un premier temps, je peux arriver en lui disant: écoute, quand je te vois partir de la pièce, quand on est en train de communiquer par exemple, ben moi je suis assez frustrée parce que j'aimerais bien qu'on puisse communiquer ensemble. C'est important pour moi cette communication. Est-ce que ça te dirait que quand tu es disponible, on puisse prendre 10 minutes ensemble pour communiquer? Alors la personne, on n'est pas dans l'exigence là. Elle a le droit de dire non. Mais dans ce cas-là, si elle dit non, c'est comment moi je remplis mon besoin de communication en fait. Et donc, si elle dit non, eh ben, on peut donner de l'empathie. Ok, donc je vois qu'en fait c'est quelque chose qui te saoule, tu n'as pas trop envie de communiquer. Eh ben, la personne va dire oui, j'aime pas ça, ça me saoule, etc. Ok, du coup, toi, quand on s'énerve, tu préfères partir et tu préfères être tranquille, par exemple. Oui. Et en fait, plus elle va dire oui, plus on la rejoint, plus nous, on peut après dire encore, bah, écoute, je comprends ce que tu ressens, mais moi aussi, c'est important de communiquer. Comment on peut rejoindre ton besoin de tranquillité et mon besoin de communiquer? C'est vraiment trouver une solution. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. C'est faux, on a tous les mêmes besoins. Tranquillité, besoin de sens, d'accomplissement, de repos, de manger, d'amour, etc. C'est des besoins qu'on a tous. Par contre, on n'a pas les mêmes stratégies pour les remplir. Par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple de quelqu'un qui adore danser et la personne, elle voudrait que son ami danse avec elle. Bah, son besoin, c'est peut-être se défouler et avoir la créativité. Et bah, ça, on peut trouver une autre stratégie pour se rejoindre là-dedans. Comment on peut trouver le besoin de se défouler, de créer quelque chose dans un autre moyen? Donc, ça peut être, je ne sais pas, peut-être du théâtre. Qu'est-ce que ça peut être autre que de la danse? Là, j'ai pas trop d'imagination, mais en fait, c'est l'idée d'ouvrir en fait sa créativité, son imagination et de trouver des moyens ensemble. Mmh. Et ça C'est passe par plein de stratégies. C'est très intéressant parce que notamment au sein du couple, parfois on a en tête des activités et on a Mhm. l'impression que notre besoin, c'est cette activité en fait. Non, Alors que non, l'activité vient répondre à un besoin. c'est ça. Donc Ouais, gagner en conscience et en connaissance de soi, ça va permettre d'identifier clairement le besoin et de se ouais, dire, OK, mon homme ou ma femme, elle n'aime pas cette activité, comment est-ce qu'on peut répondre quand même? Et donc c'est là, ça. du coup, ouvrir le champ des possibles et trouver toute une liste d'activités et Mhm. OK, super, chouette. Donc en fait, là, c'est génial dans ce sens-là parce qu'on a une liberté énorme pour pouvoir se rejoindre avec la personne. Et c'est pas que dans le couple, hein, c'est même dans le côté professionnel ou dans la famille. C'est comment on se rejoint au niveau des besoins. Par exemple, souvent,
comment dire, le besoin d'harmonie, c'est tout ce qui est voilà, avoir quelque chose de propre autour de soi, avoir une maison rangée, etc. Donc même dans le couple, ça peut arriver. Comment on peut remplir le besoin d'harmonie ensemble? Et c'est vraiment pour la personne qui a besoin vraiment d'avoir un rangement parfait dans la maison et que l'autre en a rien à faire, par exemple, comment on fait? Ben, il y a des stratégies et on peut trouver plein de stratégies pour ça. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que certaines stratégies ne sont pas bonnes. Par exemple, les personnes qui sont alcooliques, elles vont peut-être remplir le besoin de tranquillité. Donc, du coup, certaines stratégies sont à travailler en thérapie, par contre. OK, d'accord. Hem, Mis à part, l'alcoolémie ou les choses comme ça un petit peu, où c'est assez évident qu'il y a besoin d'un soutien, est-ce que, en fait, est-ce que c'est ça qui fait la différence, enfin, entre la bonne stratégie et la stratégie qui ne serait pas bonne? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est possible d'avoir un contexte complètement sain, mais quand même des Ouais. stratégies qui seraient pas bonnes? Là, j'ai pris vraiment l'extrême, mais ça peut être quand on dépend d'une stratégie. Donc, par exemple, c'est dans le couple, on veut à tout prix que son conjoint ou sa conjointe communique avec nous. Mmh. Donc, ça veut dire passer 1 heure, par exemple, au téléphone ou par message ou pendant 1 heure après le travail, de parler, parler, parler. C'est un besoin de communication qu'on peut aller le remplir avec d'autres personnes, en fait. On n'a pas besoin du conjoint, de la conjointe. Mais c'est quand on dépend de quelque chose, d'une personne ou d'une stratégie pour remplir un besoin, là, ça devient problématique. Donc, ça peut être Ouais. vraiment très, très large, en fait. Yes, ça rejoint, quelque chose que je disais il y a quelque temps, qui est que lorsqu'on est en couple, très souvent, on tombe un petit peu dans cette espèce de piège de on voit tellement la personne et en fait on c'est comme si inconsciemment, involontairement, on lui mettait sur les épaules tous nos besoins, en fait. C'est ça. Exactement ce que tu dis, donc il y a le besoin de confidence, d'amitié, de fun, d'activité, Mmh. de sexe, d'amour, d'affection, d'attention, enfin bref, il y a tout ça, quoi, et du coup, bah, ça peut faire beaucoup pour une personne et Mmh. même si la personne est volontaire et qu'elle ait l'envie de répondre à tous ses besoins, ben, en fait, elle a déjà ses propres besoins à répondre, plus après les besoins de la personne, les besoins du couple, enfin, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est hyper intéressant, justement, de Ouais. prendre conscience de ses besoins et de se dire: «OK, ces besoins-là, je peux les faire avec telle personne, là, avec telle personne, là, toute seule», et Mmh. cetera. Est-ce que tu observes que les gens ont du mal à identifier leurs besoins? Parce que tu dis: «En fait, on a tous les mêmes besoins». En fait, comme on a appris un certain langage, on reste au niveau jugement. Mmh. On descend jamais dans les sentiments et les besoins. Quand on vit une situation, on va juger tout de suite. La personne, elle est méchante, elle est dangereuse, elle est irrespectueuse, j'en ai marre d'être avec elle parce qu'elle m'écoute jamais. En fait, on reste que là-dedans et on descend jamais dans les besoins. Et donc, du coup, il y a une frustration qui est là, qui est toujours constante, en fait, d'ailleurs, d'où l'explosion à un moment donné, parce qu'on ne le partage pas. Et il y a aussi cette demande aussi qui est super importante à la fin, c'est que quand on a un besoin, qu'est-ce qu'on fait de ce besoin-là et qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on se fait une demande à soi-même ou est-ce qu'on fait une demande à quelqu'un? Parce que le but, c'est pas d'identifier le besoin et de rester là juste comme ça. C'est vraiment de trouver une action après. Mmh. Différentes manières de trouver d'action, des actions. Et c'est pas évident parce que pour ça que je fais des ateliers, c'est que je remarque vraiment les participants. Euh, il y en a certains qui, pendant encore 3-4 ateliers, ont des difficultés à identifier leurs besoins. Quand ils vivent quelque chose, ils sont là, mais de quoi j'ai besoin en fait là? Et c'est pas évident, ça dépend vraiment des circonstances. Et donc, d'où les ateliers. Et ça, j'invite vraiment les personnes à se former en communication bienveillante parce que pour m'être formée et même maintenant animer des ateliers, je remarque vraiment que il y a quasiment, enfin, j'ai jamais rencontré une personne qui sait communiquer de manière bienveillante. C'est très, très rare. Mmh. Marshall Rosenberg, qui du coup a créé la communication bienveillante, il a dit c'est très rare que des personnes de manière innée ont ça. Donc en Mmh. gros, on est 7 milliards sur Terre, on peut compter. Je pense qu'il y en a vraiment, c'est des personnes exceptionnelles en fait. OK. L'idée, c'est vraiment d'aller se former parce que juste le livre que j'ai conseillé, ça suffit pas. C'est la théorie, mais il faut vraiment pratiquer. OK, et du coup, une fois que tu participes à un atelier et que tu as les outils et que tu as pratiqué un petit peu pendant l'atelier, l'idée, en fait, Mmh. c'est de constamment pratiquer, C'est ça. pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il y a Ouais, que ça qui permet ouais. d'avoir une C'est bonne communication.
Ouais, je ne me suis pas arrêtée à un stage, je continue toujours. Là, j'en suis quand même à quasiment 14 jours de stage. Et je vais continuer toute ma vie parce que c'est vraiment un apprentissage constant. En Mmh. fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. euh, Notre langage, quand un enfant apprend la communication bienveillante depuis son enfance, ça va être très facile pour lui après. Mais nous, on a appris un certain langage et donc on a toujours des restes. On a une espèce d'autoroute neuronale et on va avoir un réflexe de parler de comment on a appris dans notre enfance. C'est comme l'accent, quand on parle une nouvelle langue, il y a toujours notre accent de l'ancienne langue. Alors qu'un enfant, il ne va pas l'avoir s'il devient bilingue. Mmh. Eh bien, c'est pareil, en fait, nous, à l'âge adulte, c'est qu'on va avoir des petits restes, des erreurs qu'on va faire dans notre communication. Plus on les identifie, plus ça nous permet, en fait, de les améliorer. Mmh. Mais je connais justement des formateurs en communication bienveillante, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont dedans, et ils arrivent encore à faire des erreurs au sein des stages, et même dans leur famille. Et ils le partagent, ça, en toute transparence, que même jusqu'à notre vieillesse, vraiment jusqu'à qu'on on devienne âgé, on va continuer à apprendre. C'est pas quelque chose qui, hop, en un clin d'œil, on sait parfaitement parler, quoi. Ouais, et je trouve ça vraiment génial parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avant de commencer l'interview, c'est que, ben, moi, par exemple, j'ai beaucoup appris sur la communication, donc déjà de par mon parcours, à l'école parce que je me suis formée, mais aussi au sein de mon couple, j'ai vraiment vu l'avant, l'après parce que j'ai expérimenté ça dans le Mm. couple et du coup, ben, j'ai l'impression d'avoir des outils et je me dis: «Bah, là, comme je suis célibataire, je les» enfin, de toute façon, tu les pratiques tout le temps parce que c'est pas qu'une question de couple, c'est la famille, c'est les amis, c'est Ouais. tous les inconnus que l'on rencontre, c'est tout le temps. Donc ça, je le vois bien qu'il y a la possibilité de le pratiquer au quotidien, mais je me dis: «Mais dans le couple, il y a cette il y a cette charge émotionnelle qui est beaucoup plus forte. Il y a ce quelque chose qui fait Oui. que, ben, parfois tu perds ton sang-froid, que parfois tu es heurté alors que ce Mm. serait un ami ou quelqu'un d'autre, tu serais pas heurté par, une parole ou un geste ou au contraire un non-geste et Ouais. du coup, voilà, j'avais cette idée de me dire: «Tiens, je suis curieuse de voir lorsque je serai à nouveau en couple, où j'en suis de ma communication» et du coup, ça m'a quand même rassurée de t'entendre dire: «Ben, c'est un apprentissage de toute une vie, en fait». Complètement. Et c'est vrai qu'on attend, enfin moi j'ai fait l'erreur de me dire que ça y est, bon je connais pas mal d'outils et tout ça et je me mets en couple. Et ben en fait non, les schémas se répètent. Même s'ils sont petits, même s'ils sont un peu plus faibles, ils sont là quand même parce que c'est des schémas qu'on a appris dans notre enfance par rapport à nos parents ou les personnes avec qui on a vécu en fait. Donc dans le couple, c'est pour ça que c'est assez intense émotionnellement, c'est parce qu'on va revivre la relation qu'on a eue avec notre père ou notre mère. Donc, ça dépend du sexe de la personne. Mais en fait, il y a vraiment cette répétition. Donc, plus nous, on fait un travail sur nous, plus ça va être faible. Donc, on va moins avoir, comment dire, des tempêtes émotionnelles. Mais ça va être quand même là. On va quand même avoir de la frustration, des choses de la colère ou de la tristesse qui vont être liées à notre enfance. Donc, c'est vraiment un travail aussi au niveau thérapeutique de savoir comment on a fonctionné avec nos parents, quelle a été un peu leur relation qu'on a eue avec eux, parce qu'on la reproduit en fait inconsciemment avec le conjoint ou la conjointe. D'où les conflits en fait et les tensions et qu'on n'arrive pas à se Mmh. mettre d'accord. Et quand on sait ça, c'est plus facile en fait de trouver des solutions ensemble. Du coup, par rapport à ce que tu es en train d'expliquer, je me dis, moi, par exemple, qui va être en couple avec un homme, heu, est-ce que du coup enfin, moi, c'est ma maman qui a joué le rôle de l'éducateur, c'est-à-dire que mon papa n'était pas présent, donc en fait, j'ai pas de modèle de Ouais, schéma de vie avec mon papa, mais du coup, avec ma mère et c'est vrai que j'ai observé ça. ouais, La toute première année de relation, j'ai ouais, observé que c'était les schémas c'est les ça. blessures que j'avais vécues avec ma mère, je les vivais, Ouais. Alors, toi, tu as ta mère qui était présente, mais tu avais des hommes autour de toi. Et donc, il y a le modèle de l'homme quand même, de la relation avec les hommes qui ont partagé du coup, ta vie dans ton enfance en fait. Donc, même si elle n'était pas très très flagrante, il y a quand même cette partie-là qui est très importante à prendre en compte parce que ça fait d'accord. partie de ton environnement. Donc du coup, c'est un petit peu on va revivre au sein de notre couple, consciemment ou inconsciemment, le modèle en fait, dans le cadre familial, Oui. le modèle, avec le parent ou la personne qui a joué le rôle de parent du sexe opposé du coup. Si on est avec Euh, un homme, dans un couple, ça va être à prendre en considération Ça ce va qu'on être a les deux. vécu. En fait, ça va être les deux. OK, C'est c'est pas femme ou homme, nécessairement homme ou femme. homme, ça dépend. Non, 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 c'est vraiment quelles sont les personnes qui nous ont éduqués en fait et quelle a été la relation avec eux. Donc ça peut être même des grands-parents, hein. OK, Ça peut être vraiment ça. Tout OK, dépend en fait, c'est intéressant. vraiment
Donc, du coup, la première année, même si on a beaucoup travaillé en soi, par rapport à soi, il y a cette idée aussi de faire attention que la première année, on va du coup mettre en place un peu des nouvelles règles avec cette personne-là. Même si on change de personne comme ça, il y aura toujours une répétition. Et donc, les premiers mois, c'est l'idée d'apprendre à connaître la personne et de structurer la relation en fonction de ça. Et donc, moi, par exemple, avec mon conjoint, ça a été très rapide. On a mis, je pense, 6 mois à peu près à vraiment tout stabiliser. Mais à l'époque, avec mon ex, ça a vraiment mis peut-être 3 ans, quand je n'avais pas les outils. Donc, en fait, plus on a les outils, plus ça va vite, mais il y en a toujours quand même. Et vas-y. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, j'ai accompagné des personnes qui, ça fait longtemps, qui sont en couple, et qui ont tendance à dire oui, mais je commence à ne plus trop l'aimer, je commence à plus trop ressentir de l'amour. Et moi, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi de le partager ici, c'est que l'amour est toujours là, il ne se perd pas. Par contre, ça s'entretient. C'est-à-dire qu'à force de voir les défauts de quelqu'un, eh ben, on finit par ne voir plus que ça. Et en fait, on a l'impression qu'on n'aime plus la personne. Mais en fait, on l'aime toujours. Donc, le jour où on se sépare, on se rend compte que finalement, il y avait quand même de l'amour parce qu'il y a un deuil à faire. Mais l'idée, c'est que c'est pas de se séparer. Bon, bien sûr, s'il y a vraiment de l'harcèlement ou des choses comme ça extrêmes, mais souvent, c'est des personnes qui vivent très bien dans le couple, mais il y a des détails qui ne vont pas, en fait. Et l'idée, c'est de vraiment d'aller entretenir la relation, de donner de l'amour, parce qu'on a tendance à vouloir changer comme ça de personne, mais on retrouve le même schéma après, en fait. Et donc, on répète. Non, en fait, c'est vraiment de régler déjà les soucis qu'on a avec la personne, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, éventuellement, juste de prendre sa responsabilité et de choisir de vouloir mettre un terme, mais de ne pas se cacher derrière les excuses de « il n'y a plus l'amour ». Non, il n'y a pas plus l'amour, en fait. Voilà, on a laissé, en fait, des détails négatifs, entre guillemets, à nos yeux, prendre le dessus. Ok, super. Là, j'ai une question pour toi. Juste pour finir, mais juste la routine aussi. À force de faire des choses de manière habituelle, on a tendance à dire oh, bah, je ne l'aime plus parce qu'on fait toujours la même chose. Mais en fait, non, c'est parce qu'on a oublié qu'on a des fois perdu certaines activités qu'on faisait au début et on ne les fait plus après. Donc, c'est souvent de revenir aux activités du début et de pouvoir les remettre. Ou alors, on a changé et on a envie d'avoir de nouvelles activités et de pouvoir faire de nouvelles activités. Ça dépend bien sûr de chaque couple. Vas-y, pose ta question. En tout cas, merci. En tout cas, l'idée de se dire que voilà, c'est quelque chose qui s'entretient et qu'en fait, voilà, ce que tu expliques, c'est que l'amour, il est là, il reste. C'est juste qu'il est peut-être recouvert de certaines choses qui ont pris plus d'espace et du coup, on a l'impression que l'amour n'est plus là. C'est ça. Ok, super. Tu as cité comme exemple qu'avec ton conjoint actuel, ça a mis peut-être 6 mois pour se stabiliser, alors qu'avant que tu aies les outils, ça a mis 3 ans. Ma question, c'est est-ce que ton conjoint actuel a aussi ces outils-là ou pas forcément? Au début, quand on s'est rencontrés, non. Et en fait, au fur et à mesure, il s'est intéressé. Parce que c'est très intéressant. Et en fait, il a vu comment moi j'étais avec lui, comment on communiquait. En fait, je lui ai donné beaucoup d'empathie. Il le remarquait, que je ne parlais pas comme n'importe quelle personne. Il y avait une certaine manière de donner de la compréhension. Et donc, à force de lui parler de ça, parce que c'est quand même mon métier, aujourd'hui, il s'est formé lui aussi. Donc aujourd'hui, tous les deux, nous, on a vraiment cet outil-là. Donc, ça va beaucoup plus vite. Mais bien sûr, au début de la relation, on n'avait pas ça. Ok. Je te pose cette question parce que je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de personnes, justement, qui disent oui, mais voilà, moi je me forme, je suis dans le développement personnel, mais mon conjoint non. Du coup, j'ai l'impression que, voilà, un petit peu comme si on n'était plus à la même hauteur et qu'on pouvait plus se comprendre. Et moi, j'aime bien remettre les gens dans leurs responsabilités et de se dire, bah, il est où il est, tu es où tu es, mais il y a des façons de communiquer en fait. Donc, ça illustre. Ouais. C'est vraiment cette idée d'empathie. C'est pas parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on rencontre des personnes qui ne connaissent pas la communication bienveillante et on ne va pas leur demander de se former. Quelqu'un dans la rue où on a un conflit, on ne va pas dire bon, toi, tu vas aller te former parce que j'ai besoin de parler avec toi. Non, parce qu'en fait, cet outil-là, il est merveilleux avec n'importe qui. Et même des personnes qui sont en prison, qui ont vraiment des soucis psychologiques, on peut vraiment faire de la communication bienveillante. C'est pas juste pour des petits détails du quotidien, ça peut être aussi des cas extrêmes. Et ça marche dans tous les cas, en fait. Et donc, parce qu'il y a cet outil d'empathie et d'expression de ce qu'on ressent et de jongler avec les deux. Il n'y a pas juste je fais de l'expression ou je donne de l'empathie, parce que sinon,
Ça me fait penser à des parents qui répondent aux besoins de leur enfant et qui s'oublient. Et du coup, il n'y a que de l'empathie vis-à-vis de leur enfant, mais eux, on les a mis un peu de côté. En fait, les enfants, on leur apprend seulement à exprimer leurs besoins, mais en fait, ils deviennent un peu, on va dire, égoïstes, où en fait, il n'y a plus d'empathie pour les parents et les adultes. Donc ça peut être aussi intéressant de ne pas que donner de l'empathie. Il y a vraiment cet équilibre. Cet équilibre. Ok, super. J'aimerais te dire quelques questions qui m'ont été posées des femmes de ma communauté. Alors, avant qu'on lise les questions, par rapport à tout ce qu'on a dit là, parce qu'on a dit pas mal de choses depuis le début, est-ce que toi, tu aimerais rappeler un point essentiel de ce que tu as dit ou peut-être rajouter quelque chose que tu n'as pas dit juste avant? De toute façon, pendant la lecture des questions et les réponses, tu vas apporter encore plus de choses, mais juste, je voulais te donner l'opportunité là de rajouter quelque chose si jamais. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire que là, c'est difficile de choisir. Non, je pense qu'on va partir sur les questions et puis si jamais j'ai des choses qui me viennent, je rajouterai à ce moment-là. Ça marche. Alors, question numéro 1 de la part de Sophia. Comment réussir à faire comprendre à l'autre nos besoins en vie sans avoir à attendre que ça explose? Ok. Donc déjà, La question continue. Elle dit et que la personne soit réceptive et qu'elle les intègre sans avoir besoin de les répéter sans cesse ou finalement devoir se résigner, il est comme ça, tant pis. Ok, donc on sent que la personne, elle essaye de faire comprendre ses besoins, ses envies et qu'elle aimerait bien que la personne soit réceptive, qu'elle l'intègre sans avoir à chaque fois à répéter ni se résigner, tant pis, c'est comme ça. La première chose déjà, c'est de savoir comment elle partage ses sentiments, ses besoins, ses envies. Déjà, il y a ça, comment elle communique ça. Ça, c'est super important parce que, comme je dis, s'il y a des jugements derrière qui sont masqués ou des sentiments masqués, c'est souvent, par exemple, j'ai la sensation que tu m'abandonnes, tu me fais culpabiliser. Ce n'est pas des sentiments, ça. Derrière la culpabilité, par exemple, on va se sentir peut-être triste. Derrière, par exemple, tu m'as blessé, il y a peut-être je suis blessée. Il faut faire attention à ce qu'on emploie comme vocabulaire. Si on dit tu, je, quel type de sentiment? Et ensuite, quel type de besoin et quel type de demande? Quelle est la demande derrière? Ça, c'est super important. Parce que dans la demande, il y a ce système de je n'exige rien de la personne, on communique. Donc voilà, c'est déjà cette première étape. Et donc ça veut dire, première étape, déjà de se connaître. Quel est mon besoin? Quel est mon sentiment? Qu'est-ce qui m'a généré, en fait, qui a été le déclencheur. Le déclencheur de mon sentiment et de mon besoin qui n'est pas rempli, en fait. Parce que ce n'est pas la personne, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a la situation qui a fait que ça a déclenché ça. Et donc, cette première étape, c'est déjà de savoir comment je me sens et de le partager à chaque fois. Parce que là, il y a cette notion d'explosion. Ouais. Ça veut dire qu'elle ne le partage pas à chaque fois. On a tendance à se dire « Oh, c'est un détail, c'est pas très, très grave. Oh, je vais pas lui partager ça quand même, c'est ridicule. » Et en fait, non, c'est super important. Il y a quelque chose à dire là. Et plus on communique et on n'attend pas à un moment donné de l'explosion, en fait, il n'y a jamais d'explosion. Parce qu'il y a toujours cette communication en continu. Très juste, super. Après la première phrase, tu as dit quelque chose, je ne me souviens plus. Alors, je vais la relire en entier, comme ça, si ça te vient. Comment réussir à faire comprendre à l'autre nos besoins en vie sans avoir à attendre que ça explose? Et que la personne soit réceptive et qu'elle les intègre sans avoir besoin de les répéter sans cesse. Ou finalement, devoir se résigner, il est comme ça, tant pis. Donc déjà, s'il y a besoin de répéter, c'est que la personne n'a pas compris ce qu'on ressent et nos besoins et la demande. Donc déjà, il y a quelque chose au niveau de la clarté qui est pas bonne. Ensuite, la personne, elle a besoin d'empathie aussi. Il ne suffit pas juste de je donne mes sentiments et je le laisse comme ça. Non, il y a aussi d'écouter la personne. Pourquoi elle n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il y a ce temps aussi d'écoute avec la personne et de trouver une solution. Parce que quand on trouve une solution ensemble, il n'y a pas besoin de normalement répéter sans cesse à chaque fois la situation. Et donc, il y a aussi ce système de résignation de la personne, elle est peut-être comme ça. Ça va dépendre des cas. Là, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais encore, il y a des choses qu'on ne peut pas changer chez certaines personnes parce qu'elles ne le veulent pas. Et donc, c'est OK. Par contre, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on est OK avec ça ou pas, en fait?
Est-ce qu'on on a envie d'accepter ça dans notre vie ou pas du tout? Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis. Ça me fait beaucoup penser déjà à la notion de responsabilité, en fait. C'est-à-dire que, Ouais. ben, en fait, si, il y a cette notion de: «Il comprend pas, faut toujours répéter», voilà, enfin, c'est comme tu dis, déjà, c'est pas exprimé, Mmh. suffisamment peut-être, donc pas sur l'instant T, ce qui fait qu'il y a cette notion de cocotte minute et que ça explose au bout d'un moment. Donc communiquer plus fréquemment. Mmh mh. Si la personne, elle, visiblement, elle ne tient pas compte de ça, c'est peut-être parce que tout simplement, elle n'a pas compris. Elle Mmh. n'a pas le message n'est pas reçu, en fait. C'est Alors, ça. à revoir la clarté du message Mmh. et enfin, cette notion de et quand bien même le message serait reçu, mais que la personne refuse, soit parce que c'est pas dans son système de valeurs, elle a juste pas envie et en fait, alors voilà, est-ce qu'on veut choisir pour soi de se résigner et se dire: «Beh, écoute, tant pis», et Mmh. ça peut être tout à fait OK, en fait, parce que c'est Mmh. peut-être pas quelque chose qui est important pour nous, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut faire une concession et se dire: «Ben, voilà, c'est pas grave». Ou alors si c'est grave, bah, du coup, prendre sa responsabilité et se dire: «OK, ben, est-ce que je veux de ça dans ma vie, en fait?» Mmh. Ah, Et ouais, je voulais rajouter, juste avant d'être dans ce choix de est-ce que j'accepte ou pas, il y a quand même un processus de communication qui est assez long, en fait. Avant de mmh se mh. dire: «Oh là là, la personne, on ne peut pas la changer». Non, il y a quand même quelque chose à mettre en place et là, là, je donnerais un autre, un autre livre, c'est, bon, c'est marqué «Éduquer sans punir», mais c'est Thomas Gordon. Il a travaillé avec Marshall Rosenberg et il y a une résolution de conflit à la fin qui est très, très intéressante. Parce que justement, quand on a quelque chose de répétitif dans le conflit, donc par exemple là pour la personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résolution de conflit ensemble. Et donc l'idée, c'est de la mettre en place pour trouver une solution. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas dire je Mmh. résigne en fait. Ouais, j'aime beaucoup justement cette notion que tu as expliquée, ce processus en fait, même si tu l'as pas détaillé, tu en as parlé plusieurs fois. Ouais, Il y a cette notion qu'en fait, l'étape finale du processus, c'est vraiment ça en fait, c'est, trouver une solution ensemble. Donc si ouais, on n'a pas trouvé la solution ensemble, on peut tout de suite se dire: «On n'est pas allé jusqu'au bout du voilà. processus». Donc il y a encore des efforts de communication et d'empathie à faire. OK, Mm. super. Et souvent, en général, on arrive à trouver une solution et on n'a pas besoin de se résigner ou de faire des concessions. Je ne suis pas pour les compromis, parce que ça veut dire relation perdante, gagnante. Moi, je suis Mmh. vraiment pour la relation gagnant-gagnant. Et ça veut dire que tout le monde, tous les deux, en fait, dans les deux parties, sont S'y satisfaits, en fait. retrouvent. Ouais. Mmh. OK, intéressant. Et moi, j'aime aussi ce qu'on disait tout à l'heure, ajouter, et si au grand jamais, c'est pas, quelque chose qu'on peut obtenir de cette Mhm. personne, de notre conjoint ou notre conjointe, et ben, à ce moment-là, on peut l'obtenir peut-être d'une autre personne ou d'une autre façon. C'est ça. C'est ça. OK, C'est super. vraiment du cas par cas, là. Mm. Mmh. OK. Question numéro 2 de Anna. Comment arriver à être moins impulsive en cas de désaccord? Bon, OK, je lis la suite de la question. Mhm. Comment arriver à ne pas avoir envie de tacler son conjoint s'il ne fait pas les choses comme on aimerait qu'elles soient faites, simplement car elles ne correspondent pas à son système de valeurs? OK, donc c'est un Ok. petit peu lié, mais c'est bien, c'est formulé différemment, on va pouvoir, l'expliquer différemment. Est-ce que tu veux que je relise la question ou c'est bon Non, pour toi? c'est bon. Alors, on en a un peu parlé déjà au cours de l'interview, qu'il y a au niveau de notre cerveau, il y a des étapes qui font qu'on a aussi besoin de se mettre en retrait pour aller déjà identifier nos sentiments et nos besoins. Si on arrive à vouloir taper quelqu'un, c'est qu'on on connaît pas nos besoins ni nos sentiments. Et on reste dans le jugement. Et c'est super important de redescendre au niveau des sentiments et des besoins. Parce que plus on redescend là, dans l'observation, les sentiments et le besoin, moins on a de colère et moins on a l'impression que la personne, on a envie de la tacler ou on explose. Il n'y a plus d'explosion. D'ailleurs, j'ai Mmh. une participante qui avait un peu ce souci dans son couple et qu'à la fin du cycle d'atelier, elle me l'a dit, elle m'a dit, mais les personnes autour de moi me semblent beaucoup plus apaisées aujourd'hui parce que maintenant, j'identifie mes sentiments, mes besoins, j'observe. Et il y a vraiment ce truc de plus on apprend à se connaître et moins on a envie en fait d'être violent vis-à-vis de quelqu'un ou d'exploser. C'est vraiment là prendre sa responsabilité au niveau de ses sentiments. C'est pas l'autre qui est responsable de ça. C'est intéressant, ça me fait penser, ben, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, c'est très lié à la connaissance de soi Ouais. finalement. Dès Mhm. lors qu'on est dans l'impulsion, dans la réactivité émotionnelle, en fait, c'est que tout simplement, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et on sait juste pas quoi et du coup, on sait pas comment C'est le ça. le satisfaire et on Ouais. sait pas comment s'en occuper, du coup, ça explose un petit peu. Ça fait penser aux enfants.
Les C'est ça. enfants, dans leur bas âge, qui ne savent pas identifier leurs besoins et qui vont crier, qui vont jeter des trucs, qui vont s'énerver. Mmh. Et c'est aux parents à essayer de l'aider et d'identifier le besoin. Donc là, c'est ce qu'on doit faire pour nous-mêmes, en fait. C'est ça, sauf que les enfants, c'est un peu différent. Leur, cerveau n'est pas mature et donc, OK. il atteint sa maturité à 25 ans. Ah, Donc ça ceci explique cela! veut dire que tout ce processus-là, en fait, on peut pas demander à un enfant de savoir gérer ses émotions à 3 ans. C'est même pas possible parce qu'il a pas la Mmh. connexion avec la réflexion, donc le OK. néocortex. Donc Donc là, je c'est rentre même dans les pas une question d'éducation, en fait, c'est une question non, non. de physiologie, de Non, non, non. physionomie? Là, j'invite vraiment d'aller s'intéresser au niveau des neurosciences parce que l'enfant, jusqu'à ses 5 ans, il ne peut pas gérer ses émotions. Il a besoin de l'adulte, comme par exemple un enfant de 3 mois qui a besoin d'être allaité, d'être lavé. Il peut pas en fait gérer ses émotions. Après, il va apprendre, mais il a toujours besoin de l'adulte, comme Mmh. les outils pour bricoler. Et on va pas laisser l'enfant bricoler tout seul. On a besoin de l'adulte. Bah, c'est pareil. Par contre, à l'âge adulte, il y a vraiment développer son vocabulaire au niveau des sentiments et des besoins, parce qu'il y a des études qui ont été faites. Ils ont remarqué que justement, le vocabulaire va vraiment jouer dans la violence. C'est-à-dire que plus la personne a moins de vocabulaire pour exprimer ses sentiments et ses besoins, plus elle va générer de la violence. Donc, ça va être taper dans les murs, taper sur quelqu'un, les meurtres, les viols, enfin vraiment, on va aller très très loin à ce niveau-là. Ça par étapes. Et plus nous, on a du vocabulaire, ils ont remarqué au niveau des pays, plus le vocabulaire est positif et agréable, et moins il y a de violence en fait. Donc ça, c'est vraiment développer son vocabulaire par rapport aux sentiments et aux besoins. Et moins, en fait, on a besoin d'avoir de la colère. Parce que moi-même, à l'époque, il y a quelques années, j'étais quelqu'un qui tapait dans les murs. Mmh. Aujourd'hui, on me dit que je suis quelqu'un de calme. Il y a vraiment une étape énorme. Mais c'est vrai que je n'ai plus besoin de taper dans les murs maintenant. Je ne vois plus l'intérêt puisque j'ai développé mon vocabulaire. Et je sais exprimer ce que je ressens. Ouais, c'est très intéressant ça, je le vois, en coaching, dès qu'on commence à s'intéresser aux sentiments, aux émotions et qu'on ne serait-ce que fournit, ne serait-ce qu'une simple liste d'émotions, de sentiments accessibles sur internet gratuitement, Mmh, on sent le: «Waouh, enfin je connaissais pas tous ces mots en fait». c'est On ça. ne les emploie pas. Pas du tout. Mmh. OK, super. OK, donc la question 2, on a fait le tour. La question 3 de Claire: «Comment exprimer son besoin quand il va a priori à l'encontre de celui de l'autre?» Comment être en accord avec soi, sans avoir peur de blesser ou rendre l'autre triste? Comment être sûr qu'on n'essaie pas de manipuler l'autre ou comment ne pas le manipuler et être 100% honnête et lui dire même ce qu'il pourrait le faire fuir? Bon, déjà, il y a plusieurs Ouais, choses. on va Heu, décomposer. ouais. La première partie, comment exprimer son besoin quand il va a priori à l'encontre de celui de l'autre? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, les besoins ne vont jamais à l'encontre des autres. On a tous les mêmes besoins. C'est les Mmh. stratégies. Donc, du coup, c'est les stratégies pour remplir son besoin qui vont être différents. Donc, du coup, c'est intéressant, c'est comment on rejoint nos besoins. Donc, par rapport à des stratégies. Donc là, il y a pas de, moi, j'ai pas d'exemple, donc je peux pas aider la personne particulièrement. Mais ça peut être intéressant de savoir quelle est sa stratégie pour remplir son besoin et de se mettre d'accord avec son conjoint ou Mmh. la personne en question. Intéressant. Donc moi, là, j'ai un exemple qui me vient. Mmh. Admettons, le besoin de liberté et la stratégie, ce serait le voyage. Et ben, Mmh. par exemple, si, mon conjoint, n'est pas trop fan des voyages, longue durée ou même juste du voyage, qu'il va préférer faire d'autres activités, moi, j'ai la sensation que mon besoin de liberté, il n'est pas respecté et donc je vais être frustrée et je me dis: «Mais si je lui exprime ça, je suis direct en désaccord avec lui. Il veut pas voyager, je veux voyager» et du coup, en fait, notre cerveau, il s'emballe, il imagine: «Mon Dieu, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Oh mon Dieu, mais je l'aime et je ne vais pas lui dire ça, sinon je vais le faire fuir». Enfin, Mmh mh. alors qu'en fait, c'est intéressant. Besoin, liberté, stratégie, voyage. Du C'est coup, ça. qu'est-ce que je peux faire comme stratégie différente, qui soit en accord avec mon conjoint, qui Mmh. permette d'atteindre ma liberté et lui aussi, il a forcément une stratégie de liberté qui est peut-être le jeu vidéo ou que sais-je. Mmh. OK. C'est ça, c'est vraiment d'aller chercher donc la liberté, on peut la retrouver dans différents moyens. On peut même, je sais pas, se retrouver dans la nature et ça peut être, remplir déjà son besoin de liberté. Après, c'est revenir aussi à quel point c'est important le voyage pour nous, cette Mmh. stratégie en tout cas. Ouais. Si ça fait partie de notre quotidien et qu'on a envie de passer sa vie à voyager et que, bah, du coup, bah, la personne, ça peut être très compliqué. Donc là, c'est là à voir qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça. Mais si c'est un voyage de 1 mois, on peut tout simplement partir seul en fait, par Ce qui exemple. peut être très intéressant en termes de communication dans le couple, c'est si on identifie que notre valeur, que notre besoin, c'est la liberté
Et du coup, on garde en tête, je trouve que c'est vraiment, s'il y a bien une chose à retenir de tout ce que tu as dit, moi personnellement, c'est cette phrase-là, c'est on a tous les mêmes besoins en fait. Mhm. Donc de se dire, ok, moi je suis frustrée, je suis en colère parce que mon besoin de liberté n'est pas satisfait, admettons, Mhm. et Mhm. ben ça peut être intéressant de poser la question tout simplement et de dire, c'est ton besoin de liberté, tu le satisfais comment? C'est ça. Et donc là, on aurait une vision de la stratégie de l'autre et on peut se dire: «Ah tiens, c'est marrant parce que moi, c'est pas cette stratégie-là, c'est une autre. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ma stratégie? Est-ce que toi, tu as d'autres stratégies pour atteindre la liberté?» Et de là, en fait, juste de discuter et Mhm. peut-être de se surprendre, en fait, à trouver une stratégie commune. C'est ça. Et Ah, je puis trouve ça des trop fois, on peut intéressant. aussi voir la personne qui change d'avis au cours de la Mmh. relation, disant: «Bon, ça me dirait bien de faire un week-end avec toi, on part, dans tel pays». Des fois, il peut y avoir parce que du coup, on rejoint la liberté, en fait. Donc la personne, elle apprend une nouvelle stratégie. On peut, parce que le cerveau, il est malléable, on peut apprendre toute notre vie et la personne peut changer. C'est tout à fait possible. Et une personne qui n'aime pas voyager peut commencer à apprendre à voyager. Donc il faut Mmh. vraiment laisser aussi cette ouverture et de se dire: la personne change au quotidien. J'apprends à connaître la personne tous les jours. C'est plus la même Mmh. que celle que j'avais rencontrée il y a telle année ou tel mois, etc. C'est vraiment comme si chaque matin, je me réveille et je dis: «Oh, salut toi, je viens te rencontrer. Je ne te connais pas». C'est vraiment Je trouve ça absolument magnifique parce qu'en fait, je trouve que dans l'inconscient collectif, il y a cette croyance limitante qui est: «De toute façon, une personne ne change pas». c'est ça. Typiquement, si tu m'as trompé une fois, tu vas me retromper. Si tu as fait ça, tu vas le refaire. Ouais, Et je trouve totalement. ça tellement réducteur et enfermant, en fait, et même pénalisant. C'est vraiment, tu sens la sentence, quoi. Mmh. C'est ça y est, tu ne vas pas changer et je trouve ça C'est ça. absolument magnifique de se dire chaque jour tu te réveilles avec la personne et c'est l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Je trouve ça très, très beau. Parce que dans cette vision-là, en fait, on laisse plus d'espace à la personne de changer. Parce que si Mmh. inconsciemment, on se dit: «Elle changera jamais», on va avoir un comportement qui va figer la personne et ne Mmh. changera jamais, effectivement. Donc c'est vraiment cette idée-là, en fait, non, elle peut tout à fait changer. Peut-être que ça va prendre 1 an, 2 ans, mais c'est possible, en fait. Je trouve ça très beau. Il y a une définition de la liberté qui m'a particulièrement touchée, heu et donc une femme a été interviewée et on lui a demandé: «C'est quoi pour toi, être une femme libre?» Et elle Mmh. a dit: «Pour moi, la liberté, c'est la possibilité de se réinventer chaque jour». Mmh. Elle a dit: «Et c'est pas facile à faire quand on est en couple». Et j'ai trouvé ça très juste et dommage aussi parce que du Ouais, coup parce que exactement ce qu'on est en train de dire, il y a ce ouais. côté où on va juger la personne et la mettre dans une case. Mais si déjà pour soi-même, on s'autorise à se réinventer chaque jour et qu'on a cette conscience de ça, et ben, on va plus facilement autoriser l'autre aussi à se réinventer chaque jour et être C'est plus ça. curieux en fait et pas partir sur des acquis de toute façon il est comme ça ou elle est comme ça. Oui, c'est ça. Oui, vraiment se laisser cette liberté que, en fait, le couple évolue ensemble. On est une équipe. Et on avance ensemble et que les 2 vont changer, en fait, au cours du chemin et que l'idée, c'est de tout le temps, en fait, remettre à jour les stratégies, de savoir est-ce qu'on est d'accord de ce qu'on avait mis il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et de remettre à jour ça régulièrement pour pouvoir continuer le chemin ensemble, en fait. Mmh. Yes. Alors du coup, la question était longue, donc je vais reprendre les autres parties. Alors, comment exprimer son besoin quand il va a priori à l'encontre de celui de l'autre? Donc, il ne va pas à l'encontre de celui de l'autre, c'est la stratégie. Comment être en accord avec soi sans avoir peur de blesser l'autre ou le rendre triste? Alors ça, c'est difficile comme question parce qu'en accord avec soi, quand on sait nos sentiments et nos besoins, on est toujours en accord avec soi-même et on ne peut pas blesser l'autre si on utilise l'empathie après. OK, Après donc là, la clé, ce serait surtout l'empathie et peut-être la façon de communiquer, en fait, ouais. tout simplement. Là, c'est difficile dans le sens où j'ai pas d'exemple Ouais. concret et c'est pas évident pour moi d'y répondre. OK, mais du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'interview depuis le début, je pense que ce qui peut être un élément de réponse sans que ce soit figé parce qu'il manque de détails, il manque d'exemples, mais Mmh. l'idée c'est ça, c'est de de toute façon, si on se connaît, qu'on connaît son besoin, qu'on connaît son sentiment, qu'on connaît la demande et cetera, en fait, on est forcément en accord avec soi et dès Mmh. lors qu'on est en accord avec soi et qu'on est capable de faire preuve d'empathie envers l'autre, et de formuler sa demande d'une façon qui n'est pas ni jugeante ni accusante, Mmh. accusatrice? Mmh. Et Oui. ben, du je sais pas. Et ben, du coup, il y a pas de risque, en fait.
C'est ça. Sauf si, comme tu disais tout à l'heure, bien sûr, sauf si la personne interprète et reste figée dans son truc. Mais encore une fois, c'est là où on lui exprime l'empathie, en fait. C'est ça. Donc, Ouais, il y a toujours d'accord. moyen de débloquer. OK. Mm. Comment être sûr qu'on n'essaie pas de manipuler l'autre ou comment ne pas le manipuler et être à 100% honnête et lui dire même ce qui pourrait le faire fuir. Donc là, c'est vraiment la peur de faire fuir la personne en étant honnête et en même temps ne pas vouloir manipuler. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, ce qui serait intéressant, c'est de définir en fait la notion de manipulation, parce que là, pour la personne, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par manipulation. Donc ça Mhm. peut être intéressant qu'elle développe ça. Par contre, on ne peut pas manipuler. Donc moi, ça c'est ma définition de manipulation, quand on est authentique. Donc quand je dis authentique, c'est vraiment de partager nos sentiments et Mhm. nos besoins. Parce que si moi je suis triste parce que mon besoin, je ne sais pas moi, de respect n'est pas rempli, où est la manipulation là-dedans? Parce que je fais juste exprimer ce que moi je ressens. Après, la personne, elle Mhm. fait ce qu'elle veut de ça. Moi, j'ai rien dit à la personne. Par contre, après, au niveau de la demande, comme on n'exige rien, il n'y a pas de manipulation non plus, parce qu'on lui laisse la liberté de dire non. Quand il y a de la Ouais, manipulation, c'est quand on veut convaincre la personne, qu'on exige qu'elle change, et là, on ne parle plus de communication bienveillante. ouais, Là, tout on à fait. sort de cette étape de hiérarchie, de dominer-dominant. Il y a vraiment ce truc-là. Et en même temps, c'est tellement cohérent puisque c'est culturel en fait. Ouais. C'est ce qu'on nous a appris et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est lié dans la question parce que la personne n'est pas là pour développer, mais ça me fait penser au chantage affectif en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un certain besoin, mais tu ne vas pas l'exprimer clairement. Donc, tu ne vas pas être dans ton authenticité, tu ne vas Mhm. pas exprimer sincèrement. Tu vas juste dire quelque chose pour que la personne pense ou je ne sais pas quoi, et en fait, elle ne sait même pas quel est ton réel besoin parce que tu ne l'avoues pas. C'est Tu, ça. tu identifies un besoin, ou même tu ne l'identifies pas peut-être, mais même si tu l'identifies, tu n'oses pas en fait être dans la vulnérabilité, dans la sincérité. Donc tu fais croire un petit peu quelque chose d'autre. Et du coup, ça passe souvent par l'accusation, le blâme, Ouais. le jugement, J'ai etc. envie de dire, à ce stade-là, on n'identifie même pas le besoin. On reste au niveau des jugements. Ok, Donc, du coup, on on n'a exige pas que la personne, descendu. ouais, par exemple, un conjoint qui rentre du travail et qui ne vient même pas dire bonjour ou qui vient même pas faire un câlin, par exemple, eh ben, on pourrait dire, de toute façon, j'en ai marre de toi, tu t'intéresses même pas à moi. Bah là, on reste dans les jugements. Son conjoint, il Mhm. sait pas du tout ce qu'elle souhaite, en fait, mais genre vraiment pas, parce que même moi, je me dis, bah, ok, peut-être qu'elle a besoin d'un bisou et puis je m'en vais, en fait. Et en fait, ça se trouve, elle a juste besoin de communiquer, de Mhm. s'asseoir pendant 10 minutes et c'est tout, en fait. Mais en fait, comme elle sait même pas ce dont elle a besoin, ça marchera jamais dans la transmission de communication. Ouais, et ça, c'est très propre à chacun parce que finalement, ça peut être un besoin de connexion, ça peut être un besoin d'affection, ça peut être un besoin d'attention, ça peut être un C'est besoin ça, de communication. Donc, en fait, c'est hyper important de bien se connaître, encore une fois. c'est ça. Mhm. Ok, super. Du coup, autre question. Donc là, j'aime beaucoup cette question. Elle est un peu longue, donc en fait, je vais te la lire parce que c'est ça. Elle raconte en fait. Donc, comme ça, je vais te le lire une fois pour D'accord. avoir un peu le contexte et puis après, on va décomposer ensemble. Ma demande, donc c'est Joyce, ma demande concerne ma fille de 7 ans. Donc tout de suite, je me suis dit, ah tiens, à partir de 5 ans, ok. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est développé au niveau des émotions. Ma demande concerne ma fille de 7 ans. Peut-être n'est-ce pas le sujet adéquat, mais peut-être que ça l'est car on parle d'amour, de relations sentimentales et de communication. Donc déjà, tout de suite, est-ce que tu dirais que c'est lié, en fait, que peu importe que ce soit la communication bienveillante au sein du couple ou de l'enfant ou de la famille ou des amis, est-ce que tu dirais que c'est la même chose ou qu'en fonction des relations, ça diffère? Pour moi, c'est tout type de relation. Moi, je ne mets pas dans des cases de couple, amis, etc. En fait, n'importe quelle relation, c'est la même chose. Ok, donc on est en plein dans le sujet du coup. Ouais. Super. Alors, donc elle nous parle de sa fille de 7 ans. Ces temps-ci, elle est très souvent méchante, entre guillemets, et ne parvient pas à communiquer autrement qu'en donnant des ordres ou en exigeant ce qu'elle souhaite. Donc là, elle explique que toute la famille lui reproche sa méchanceté et sa façon d'agir, que elle, la maman, elle essaye de communiquer avec elle, mais qu'elle ne sait pas quoi dire pour l'apaiser. Et elle dit que c'est plus fort qu'elle. Donc là, elle dit, je partage ça ici parce que elle a beaucoup de mal à communiquer ses besoins, ses envies. Bon, ça paraît pas incohérent vu qu'elle a que 7 ans. Et je sais que l'accabler n'est pas la solution.
malgré qu'elle reconnaisse volontiers que sa famille a en partie raison de dire qu'elle est méchante, etc. Donc en fait, ce qu'elle aimerait faire, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider sa fille à communiquer de façon plus juste, parce que parfois elle est clairement blessante et elle veut juste être autoritaire, et parfois elle a un besoin, a priori, d'être reconnue, vue et entendue. En tout cas, c'est l'hypothèse de sa maman. Et elle dit, à mon avis, il y a une sorte de croyance selon laquelle si on fait ce que je veux, c'est qu'on m'aime et vice-versa. Et elle essaye de discuter avec elle, mais en fait, elles finissent toujours par se disputer. Donc là, il y a vraiment plein de choses. Là, tout de suite, maintenant, spontanément, est-ce que quelque chose te vient ou est-ce que je relis en décomposant? Ouais. Là, il y a des choses intéressantes. C'est déjà le fait de dire qu'elle est méchante, on étiquette la personne. Donc là, en l'occurrence, la fille de 7 ans, de méchante. Donc elle a déjà, dans sa tête, elle est méchante. Donc elle va se comporter comme quelqu'un de méchant. Là, on part d'emblée, on lui met dans une case, du coup, elle va se comporter comme quelqu'un de méchante. On l'est dans le jugement, dans les reproches, et on fige son comportement. Donc, elle peut même avoir 10 ans, 15 ans, elle sera méchante, parce qu'on lui a dit ça. Qu'elle est aussi quelqu'un qui donne des ordres, qu'elle est autoritaire, hop, bam, elle est étiquetée, elle ne changera jamais dans ce cas-là. Donc déjà, de partir du principe, c'est quoi l'observation quand on dit qu'elle est méchante? Qu'est-ce qu'elle fait exactement dans son comportement? Donc là, je reviens sur le t-shirt. C'est quoi? Est-ce que, par exemple, quelles sont ces phrases? Est-ce que c'est maman, tu as intérêt à me faire à manger? Là, on est dans l'observation parce qu'on reprend sa phrase. Par exemple, donc, si la fille de 7 ans, on lui dit écoute, quand tu dis maman, tu as intérêt à me faire à manger, on ne met pas d'étiquette. Et là, on peut dire écoute, là, je commence vraiment à être en colère parce que moi, j'ai besoin de liberté et de respect vis-à-vis de comment on parle ensemble. Est-ce que ça te dirait qu'on en parle là en ce moment pour qu'on voit comment on peut remplir mon besoin de respect? Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi, donc là j'ai pris des notes, elle a du mal à communiquer ses besoins. Alors là, j'ai envie de revenir sur quelque chose qui me semble important, c'est que nous, en tant qu'adultes, on ne sait pas communiquer nos besoins. Alors, une enfant de 7 ans? Voilà, c'est ça. Pour justement avoir accompagné des parents par rapport aux enfants, je l'ai très bien vu que les parents ont un gros travail au niveau de l'apprentissage de comment communiquer ses propres besoins. Parce que l'enfant, s'il voit ses parents communiquer ses besoins, leurs besoins, l'enfant, en fait, il va savoir le faire. Et il n'y aura même pas besoin que l'enfant fasse des formations. Oui, parce que les enfants, par le biais de mimétisme, en fait, ils reproduisent ce que les parents... Ok. C'est ça. Et à l'âge de 7 ans, ça veut dire que ça fait même pas quelques années que cet enfant-là commence seulement à connecter au niveau de la réflexion et de pouvoir petit à petit, on va dire, à apaiser un peu ses émotions. Mais je dis petit à petit parce que si les parents ne sont pas formés, elle ne saura jamais apaiser ses émotions elle-même. Et donc, quand je dis ses parents, mais ça peut être aussi l'éducation, les professeurs. Et là, les professeurs, ils ne sont pas formés non plus. C'est très rare. Tout ne repose pas sur les bras de la maman, finalement. Non, c'est aussi le contexte, l'environnement. Ouais, c'est ça, de l'éducation, etc. Ça peut être la famille, les grands-parents, etc. Enfin, vraiment tout le monde. Et il y a vraiment cette notion de apprendre, nous, déjà en tant qu'adultes, à communiquer nos besoins pour apprendre à l'enfant et à communiquer ses besoins. Mais il y a aussi cette notion de trouver une solution. Parce que là, la personne, elle a dit une croyance. Est-ce que tu peux me la répéter, s'il te plaît? Alors, je reprends la feuille. Si on fait ce que je veux, c'est qu'on m'aime et vice-versa. Okay. Donc, si on fait ce que je veux, c'est qu'on m'aime, et si on fait pas ce que je veux, c'est qu'on m'aime pas. La maman pense qu'il y a cette croyance chez sa fille. Ouais. Donc là, on part du principe qu'il y a encore un jugement. Donc c'est vraiment l'idée de pourquoi elle pense ça et du coup, comment identifier justement cette observation vis-à-vis de ça. Parce qu'encore une fois, si on pense ça de sa propre fille, on va se comporter en fonction de cette croyance-là, parce que ça veut dire que même nous, en tant qu'adultes, on a cette croyance-là. Donc, on va complètement orienter nos comportements vis-à-vis de ça. Donc, ça veut dire qu'on va même se fermer par rapport à la communication avec la fille. On va peut-être même ne plus l'écouter. On va peut-être même la punir plus facilement. Et donc, du coup, elle va alimenter encore plus ça parce qu'elle ne va jamais se sentir aimée. Elle ne va jamais répondre en fait à ses propres besoins. Il y a justement un exemple qui était assez... je ne sais plus quelle est la personne qui avait dit ça, mais ils avaient
un enfant de je ne sais plus trop quel âge qui n'avait pas confiance en lui et il faisait tout pour lui donner confiance, tout, 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 tout. Jusqu'au jour où en fait le père se rend compte qu'en fait, eux-mêmes pensaient que l'enfant n'avait pas confiance en lui et donc il se comportait pour lui donner vraiment confiance en lui. Et quand il a identifié ça, il s'est dit: «OK, j'arrête. Maintenant, je vais vraiment faire en sorte qu'il a confiance en lui. Je vais vraiment y croire». Bah, son comportement a totalement changé. Il s'est mis à avoir confiance en lui. Donc, il y a vraiment le comportement des parents ou même des autres adultes autour qui vont avoir un lien avec le comportement de l'enfant. Parce que l'enfant, il est en train d'alimenter seulement le comportement des parents. C'est très puissant parce que du coup, il y a vraiment cette notion de constante interprétation, en fait. C'est Il y ça. a il y a cette donc là, par rapport à ce contexte avec l'enfant, si on devait partager des clés, il y a déjà dans un premier temps, gagner en neutralité émotionnelle et juste observer les faits. Tu disais très justement l'exemple du t-shirt, donc mon t-shirt, il est beau ou mon t-shirt, a des fleurs. Mmh. Et du coup, ben, voilà, ma fille se comporte un peu de façon méchante, même si elle est guillemets, ça veut dire que c'est peut-être pas 100 son jugement, mais il y a une partie d'elle qui a validé parce que sa famille a dit. Donc même si c'est pas 100 ce qu'elle pense, il y a quand même une pensée, en fait. Il y a quand même un début de jugement et l'enfant le ressent forcément, du coup. Alors, il faut savoir que les jugements, c'est quelque chose qui est c'est notre langage qu'on a appris dans notre enfance, donc on ne pourra pas le Mmh. supprimer. OK, Mais par contre, c'est comment on transforme ça, on traduit ça en observation. OK. Parce que là, si la personne était vraiment formée en communication bienveillante, elle aurait dit: «Ma fille a tel comportement», elle aurait mis entre guillemets les phrases, elle aurait mis vraiment mot pour mot ce qui se passe. Et là, dans ce cas-là, Mmh. c'est très intéressant. On peut travailler là-dessus. Mais tant que moi, j'ai pas l'observation, moi, je peux rien faire là-dessus. D'accord. Donc dans un premier temps, gagner en observation Mmh. neutre, factuelle, vraiment, sortir de l'interprétation. Dans un deuxième temps, ben, ce que tu disais peut-être, c'est communiquer avec sa fille, donc en disant quand, alors du coup, je sais pas si c'est bien formulé, mais quand tu dis blablabla ou quand tu fais ça, ben, moi, il y a ce besoin qui n'est pas rempli et du coup, voilà, est-ce que c'est fluide, en fait, d'avoir cette conversation avec une enfant? Est-ce que l'enfant, du coup, si elle connaît pas ses propres besoins, si elle entend sa maman dire: «J'ai besoin», par exemple, tu disais de respect, est-ce que l'enfant peut l'appréhender ça? Oui, à 7 ans surtout. En fait, un enfant comprend très, très facilement ce que les adultes ressentent. Après, tout dépend bien sûr de ce que l'enfant a vécu. Donc, il y a peut-être plus ou moins un travail à faire pendant, en parallèle. Mais l'enfant est très conscient de ce qui se passe. Donc, si l'adulte connaît ses propres besoins et ses sentiments et connaît la demande, ça va être plus facile du coup de trouver une solution. Parce qu'après, il y a l'empathie qui arrive derrière. Mmh. Si l'enfant voilà, n'a pas envie d'écouter, bah là, il y a un énorme travail derrière de communication à faire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a pas suffisamment d'amour, que l'enfant n'a pas eu le besoin d'amour qui a été rempli depuis très, très longtemps. Et quand je dis besoin d'amour, c'est les stratégies, ça dépend de l'enfant. Donc ça peut être intéressant tout simplement de lui poser la question, en fait. Qu'est-ce que enfin, de quoi as-tu besoin pour te sentir aimé, par exemple? Et du coup, l'enfant, elle pourrait dire des choses? Alors l'enfant, ça va dépendre encore une fois, mais si l'enfant n'a jamais appris à percevoir ses sentiments et ses besoins, il va avoir vraiment des difficultés à trouver, en fait. Et en OK. plus, comme il y a une relation avec les parents, souvent on n'a pas envie de le dire. Parce Mmh. qu'il n'y a jamais eu de communication là-dessus. On va avoir l'ego qui va arriver, et on va dire: «Ah bah non, j'ai pas besoin d'amour». OK. Ce qui me paraît, être, un premier enfin, tu vois, bon, voilà, il y a pas de solution miracle, en fait. Il y Mmh. a une combinaison de plusieurs solutions. Là, ce qui me paraît le plus accessible, peut-être, pour une personne qui ne serait pas formée et cetera, c'est donc tu disais, la neutralité, donc Ouais. observer les faits, ne pas interpréter, même si on interprète parce que c'est notre langage, le jugement et ben, de faire l'effort de replacer les choses, sur de la Mmh. neutralité, d'observer et ce qui me paraît intéressant, c'est peu importe la réaction de l'enfant dans un premier temps au moins, et ben, exprimer soi-même, faire le travail sur soi, identifier ce que ça nous fait, ce comportement, identifier quels besoins, quels sentiments et quelles demandes. Et en fait, progressivement, si j'entends, si j'ai bien compris, ne serait-ce que le fait d'exprimer, de communiquer et de poser des mots, en fait, l'adulte va se comporter d'une façon, C'est ça. que à force, en fait, l'enfant va mimer aussi et va apprendre de l'adulte et ne serait-ce que de juste faire le travail sur soi et de Ouais. communiquer pourrait progressivement impacter les choses.
Là, on a vraiment besoin de faire un travail de bienveillance, c'est-à-dire de ne pas apporter de jugement dans le comportement de l'enfant. C'est pas parce qu'il a un comportement aujourd'hui que demain, il va l'avoir encore et qu'il va grandir avec ce comportement-là. Encore une fois, son cerveau, il est malléable. Et donc, ça veut dire que du jour au lendemain, il peut complètement changer, de passer de j'ai pas confiance en moi à j'ai confiance en moi, à de je suis autoritaire à finalement j'écoute les besoins des autres. Enfin, vraiment, il y a cet apprentissage à cet âge-là qui est très, très, très facile. Donc, Ouais, le parent, si lui se forme, et là, je conseille vraiment ce livre pour les parents, donc c'est Éduquer sans éduquer sans punir punir. de Thomas Gordon. Il y a justement la résolution de conflits à la fin qui est très, très intéressante, qui du coup s'utilise même pour des enfants de 5 mois, donc déjà dès le plus jeune âge. Et donc là, à 7 ans, c'est génial si on peut lire ce livre-là. Bon, les deux sont complémentaires, hein, vraiment. Et, euh, Et là, aller vraiment travailler sur ça parce que l'enfant, lui, il a beaucoup de choses à apprendre et il peut facilement changer, en fait. Enfin, la fille, là, c'est vraiment par rapport à son environnement qu'elle a appris à être comme ça. Donc, si on change l'environnement, eh ben, elle change aussi. Ouais, c'est très juste parce qu'en plus, on le voit, les enfants apprennent très, 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 très vite. Mhm. Donc, si l'adulte parvient à faire preuve d'élasticité cérébrale et de se dire, eh ben, demain, je peux être une nouvelle personne, demain, ma fille peut être une nouvelle personne, etc., eh ben, on laisse l'opportunité, en C'est fait, ça. la possibilité à l'enfant de devenir quelqu'un. Alors que si on a cet avis, ben, l'enfant va le ressentir et C'est se ça. comporter comme tel, même si c'est pas Mhm. forcément formulé de par l'expérience que tu racontais sur la confiance en soi. Ouais. C'est en fait notre langage est figé, donc on est vraiment dans c'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça, et on ne laisse pas la personne évoluer par elle-même. Et la communication bienveillante, c'est vraiment chaque jour la personne est une nouvelle personne, on l'apprend à la connaître. Donc c'est-à-dire que la fille de 7 ans, c'est vraiment d'apprendre à connaître comme si c'était une nouvelle personne chaque matin et qu'elle pouvait changer de comportement. Donc vraiment d'avoir cette bienveillance parce que je pourrais en raconter des anecdotes au niveau des enfants, mais je pense que ça fait un moment là qu'on y est. Mais il y a énormément de choses à dire au niveau des enfants. Ouais. Ok, super. Je vais juste reprendre la feuille pour m'assurer que on a tout dit, mais voilà, on a répondu aux questions. Euh, je trouve ça vraiment hyper génial. Je trouve que tu as partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de clés. Je trouve ça vraiment chouette. Et ce que je retiens moi personnellement de tout ça, c'est voilà, c'est observer, euh, faire le travail sur soi, c'est-à-dire apprendre à se connaître soi-même, à mettre des mots sur ses besoins, Mhm. sur ses sentiments, apprendre à formuler les demandes, Mhm. garder en tête qu'on a tous les mêmes besoins et que seules les stratégies diffèrent. C'est ça. Et, euh, et la curiosité, vraiment la curiosité de se dire que chaque jour, on peut être une nouvelle personne et que les gens qui nous entourent peuvent être une nouvelle personne. Et du coup, c'est vraiment la magie en fait des rencontres perpétuelles et que l'amour du coup ne meurt pas en fait. C'est vraiment quelque chose qui s'entretient. Je trouve ça magnifique. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Que oui, c'est vraiment un apprentissage et que moi, j'ai vraiment à cœur que chaque personne puisse se former à cet outil-là parce que, enfin, vraiment, Marshall Rosenberg est décédé, mais il a vraiment partagé quelque chose d'énorme pour l'humanité, pour les couples, pour la famille, les relations. Et je trouve ça dommage de passer à côté de ça et donc au contraire de pouvoir le mettre au cœur des relations, que n'importe où en fait, dans l'éducation, famille, professionnelle, etc. Et que c'est un apprentissage perpétuel et qu'il y a énormément de choses à dire, que là j'ai l'impression d'avoir juste parlé de 10% de tout ce qu'il y a à dire. Donc vraiment, il faut mettre la tête dedans parce que c'est vraiment formidable. Ouais. Super, écoute, je te remercie déjà pour les deux références théoriques, les deux livres que tu as partagés. Donc, j'ai bien compris que ça peut être intéressant pour mettre un premier pied dans cet univers de la communication bienveillante. Et du coup, si on veut aller plus loin, si on veut travailler avec toi, si on veut participer à tes ateliers, comment ça se passe en fait? Est-ce qu'on te contacte via les réseaux sociaux? Est-ce que... Oui, complètement. J'ai un site internet, mais j'ai aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Donc, on peut me contacter vraiment par ce biais-là. Et là, il y a un nouveau cycle que je n'ai pas encore fixé les dates, mais prochainement, normalement, au mois de juillet, il y a un nouveau cycle d'ateliers qui arrive. Donc là, c'est en ligne. Donc, il n'y a pas de présentiel. Et du coup, on peut vraiment apprendre la communication bienveillante au sein de sa relation, ses relations. Par rapport à ce cycle, c'est 4 ateliers de 2h30. Et donc, bon, ça va changer au fur et à mesure. Je vais avoir d'autres formats.
Mais voilà, là pour le moment, c'est ce que je propose et c'est un format qui est assez… en tout cas, mes participants sont assez contents et ils ont vraiment, comment dire, apporté plus d'apaisement dans leur relation. Donc ça, c'est top. Donc voilà. Super, je te remercie. Ce que je ferai, c'est que je mettrai, avec cette vidéo d'interview, je mettrai, ton site ou ton lien, voilà, pour que les D'accord. personnes puissent te contacter directement et je te remercie vraiment beaucoup de ton Mmh. temps et de ta générosité. Tu nous as vraiment partagé beaucoup de choses et on sent que, voilà, on sent que ça te passionne et que c'est ton Oui. message et que c'est très important pour toi. Merci beaucoup Bah, et merci à toi, Roxane. voilà, ben, moi je te dis à bientôt À bientôt et puis bah, bonne journée. et puis n'hésitez pas à contacter Katia si vous avez des questions, précises. Voilà. À bientôt. Salut Katia, Salut merci. Roxane.